Les forces de police des zones frontières font face à une délinquance très spécifique. Trafic d'armes, de drogue et d'êtres humains. Pour combattre cette criminalité, les unités spéciales de la police fédérale mexicaine et de la policia civile brésilienne sont sur le pied de guerre 24 heures sur 24. Leur mission, lutter contre tous les crimes que la frontière peut générer. Et au Brésil comme au Mexique, c'est un travail particulièrement difficile. Ciudad Juárez au Mexique est une ville d'1,3 million habitants à la frontière américaine. Pendant des décennies, elle a été le principal lieu de passage des migrants illégaux vers les États-Unis. Venus de tout le continent sud-américain, les candidats à l'immigration clandestine savent qu'à Ciudad Juárez, quelqu'un peut les faire passer. De l'autre côté de la frontière mexicaine, les immeubles de la ville américaine d'El Paso semblent tout proches. Mais pour les atteindre, il faut d'abord passer de nombreux points de contrôle douaniers stricts et sévères. Un grillage et des miradors empêchent le passage de tout immigré clandestin sur plus de 1000 km. Les trafiquants en tout genre profitent de la moindre brèche pour passer de la marchandise illégale vers les États-Unis. De la drogue, bien sûr, mais le plus lucratif reste le trafic d'êtres humains. Et ces migrants sans papier, qui n'espèrent que vivre mieux aux États-Unis, sont les victimes de ces trafiquants sans foi ni loi qui n'hésitent pas à les assassiner pour un oui ou pour un non. Ce matin, la force spéciale de la police fédérale mexicaine patrouille le long du mur. Fortement armé, le convoi s'enfonce dans le désert. Leur but, démanteler les réseaux des passeurs. Un informateur a signalé une activité suspecte dans un ranch abandonné. Les policiers vont vérifier s'il ne s'agit pas d'un repère de trafiquants. Ce groupe est sous l'autorité du commandant Hugo. Cet ancien militaire est connu pour son efficacité et son acharnement à combattre les réseaux d'immigration clandestine. Les policiers sont sur leur garde. Le secteur est considéré comme dangereux. C'est un lieu de passage régulièrement utilisé par les coyotes. C'est ainsi qu'on appelle les passeurs. C'est eux qui facilitent l'entrée des migrants sans papier aux États-Unis. Liés également au trafic de drogue, ces coyotes mexicains sont connus pour leur extrême violence. Le convoi soulève un tel nuage de poussière qu'il se remarque à des kilomètres à la ronde. Arrivés sur les lieux, les policiers ont perdu l'avantage de la surprise. Le bâtiment est vide. Des traces d'activités récentes pourtant sont encore visibles, mais les délinquants et les migrants se sont enfuis. Les policiers se déploient et commencent leur investigation. La zone est passée au peigne fin. Le commandant Hugo est convaincu que des hommes ont quitté précipitamment les lieux et les indices qu'ils retrouvent ne sont pas rassurants. Il y a des traces de sang. Il se pourrait bien qu'il y ait des personnes blessées. Allez-y, commencez vos investigations. Dans la région de Ciudad Juárez, on trouve de nombreux bâtiments abandonnés. Bien souvent, ils sont le théâtre d'affrontements sanglants. Le désert offre un décor et des conditions idéales pour des règlements de compte entre bandes rivales. Les policiers recherchent donc des éléments pour comprendre ce qui a bien pu se passer avant qu'ils ne débarquent. Ici, il y a une douille et une autre ici. Une découverte vient confirmer que les occupants ont quitté les lieux à toute vitesse. Un fusil d'assaut a même été abandonné. Pas de doute, c'est bien un repère de trafiquants. L'ordre est donné d'étendre le secteur de fouille à un périmètre plus large. La probabilité de retrouver un ou plusieurs corps de migrants, morts de faim ou de soif, est désormais une éventualité qu'il faut vérifier. Les coyotes n'hésitent pas à laisser des familles entières dans ce genre de lieu en attendant le bon moment pour les faire passer aux États-Unis. Une attente qui peut durer des jours dans des conditions inhumaines. Ils gardent les migrants dans ce type de ranch, sans nourriture ni eau. Souvent, ils tombent malades. Quand on peut, on les récupère
puis on les ramène en ville. Pour qu'aucun indice ne puisse lui échapper, le commandant demande l'intervention de l'unité canine. Le chien est spécialement dressé pour ce genre d'opération. Il repère les drogues, les armes, tous les narcotiques comme la cocaïne, l'héroïne, les méthamphétamines en poudre ou en pastilles et des douilles. C'est ce que le chien recherche, ce qu'il peut détecter. Le chien découvre une autre pièce à conviction qui ne fait que confirmer l'opinion des policiers. Un groupe criminel occupait bien le ranch, mais ils sont arrivés trop tard pour les neutraliser. Le revolver est placé sous scellé et vient rejoindre les autres indices recueillis ce jour-là. Il reste encore une chance de retrouver les criminels. Le commandant Hugo rassemble ses hommes et donne l'ordre de continuer la traque. Le Brésil partage 700 km de frontière avec la Guyane française, dont 90% sont recouverts par de la forêt amazonienne. Une seule ville sert de point de passage entre les deux pays, Oiapoque. Elle porte le même nom que le fleuve frontière qui sépare le département français d'Outre-mer et de l'État brésilien d'Amapá. Un pont relie les deux territoires, mais malheureusement, il n'est toujours pas en service pour d'obscures raisons administratives. C'est donc en bateau que l'on traverse la frontière pour passer d'un pays à l'autre. Oiapoque est le lieu de passage obligé de tous les criminels qui veulent passer la frontière. Alors, pour veiller sur les 2500 habitants et contrôler la zone, les autorités brésiliennes comptent sur la patrouille de la Policia Civile. C'est un peu avant l'aube que la patrouille se prépare. Aujourd'hui, c'est sur le fleuve que se concentre son action. La brigade est dirigée par le commissaire Fabio Livera. Il fait encore nuit noire quand l'embarcation de la police se lance sur le fleuve. On va l'attendre ici, sur ce point stratégique, depuis lequel on a une bonne vision du fleuve. Et on va attendre un peu que le jour se lève. Pendant ce temps-là, on va surveiller tous les mouvements sur cette partie du fleuve. Oiapoque est situé sur un point stratégique. C'est une région où on trouve des mines d'or illégales, mais aussi des camps de base pour les pêcheurs. Alors Oiapoque accueille beaucoup de personnes en transit qui ne sont pas de la ville. Ce sont des gens qui travaillent en dehors, dans des lieux éloignés du centre-ville, mais aussi en mer ou dans la forêt. Ce sont souvent des personnes avec un très bas niveau d'études. C'est une population vulnérable à la consommation de drogue ou d'alcool, et aussi avec un terrain propice à la prostitution. Étonnamment, les Brésiliens partagent le même jargon que leurs collègues mexicains pour parler des passeurs. On appelle les passeurs des coyotes. Ce sont des gens qui sont payés pour transporter les Brésiliens de manière illégale en Guyane française. Ce sont des personnes qui possèdent un bateau de bonne taille, avec un moteur puissant. Ils amènent un grand nombre de personnes sur le bateau dans des conditions irrégulières, sans gilet de sauvetage, avec des passagers en surnombre. Ils sont payés pour laisser les passagers sur le territoire français. Le jour se lève et la journée semble plutôt calme. Qual aldeia vocês são? Que aldeia vocês são? Peraí. Qual que é seu nome? Quelques embarcations sont contrôlées, mais aujourd'hui, tout le monde est en règle. Vocês estão indo pra onde?
On vient de voir une embarcation qui venait vers nous et on les a abordés. On a pu confirmer que c'était des personnes honnêtes. Ce sont des Indiens qui se rendaient en ville. Le commissaire Fabio Livera décide alors de changer de mission. Il est temps de retourner sur la terre ferme. La policia civile a deux principaux objectifs: juguler l'immigration clandestine, mais surtout contrôler l'entrée des produits illégaux au Brésil. Le nombre de saisies réalisées par la policia civile est éloquent. La détention d'armes est totalement interdite au Brésil, mais ce n'est pas le cas en France. Avec un simple permis de chasse, on peut acheter un fusil tout à fait légalement. Il y a donc des gens qui profitent de ce laxisme pour acheter des fusils en Guyane française, pour les faire entrer sur le territoire brésilien de manière illicite. Beaucoup d'armes ici ont été achetées ou proviennent de la Guyane française. Malgré qu'ils soient debout depuis l'aube, les policiers d'Oiapoque n'ont pas le temps de prendre du repos. Une autre mission les attend. Ils doivent débusquer, trouver et arrêter les personnes recherchées par la justice. Dans une ville où presque aucune rue n'a de nom et où aucune habitation n'a de numéro, c'est une tâche plutôt compliquée. Fabio et ses hommes ont l'habitude et dans le véhicule surchauffé, la traque commence. À Ciudad Juárez, la traque continue aussi le long de la frontière. Les hommes du commandant Hugo espèrent bien retrouver les bandes criminelles de passeurs, appelées comme au Brésil les coyotes. Arrivés tout proche d'un entrepôt abandonné, les policiers remarquent des traces de violence. Les murs et les barrières sont criblés d'impacts de balles. L'équipe se prépare à investir l'habitation. Les policiers ne prennent aucun risque. Chaque pièce est fouillée scrupuleusement. Mais la maison est vide et tout porte à croire, une fois encore, que des migrants ont récemment occupé cet endroit. Un état des lieux rapide qui en dit long sur les conditions de vie que devaient supporter les occupants. Les migrants sont considérés comme du bétail par les passeurs. Ils viennent ici sans argent et ils n'ont rien pour survivre dans cette situation. Côté mexicain, c'est le désert qui borde la frontière sur des centaines de kilomètres. C'est un territoire hostile, sauvage. C'est ici que les passeurs font traverser les migrants. Cet endroit, c'est la zone d'Anapra. Nous sommes dans la banlieue de Ciudad Juárez. C'est une zone qui est collée à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ici, on sait que de nombreux migrants viennent tenter de réaliser leur rêve américain. C'est ici, dans ce secteur. Les passeurs font payer très cher leurs services. C'est une organisation mafieuse, très bien organisée. Le plus souvent, les coyotes abandonnent leurs clients de l'autre côté du grillage. Les clandestins tombent alors presque systématiquement sur les patrouilles des douanes américaines qui les ramènent immédiatement au Mexique. Sans ressources, les migrants acceptent alors de transporter de la drogue pour financer une nouvelle tentative. Un système que connaît bien Juan, un coyote repenti. Le simple fait de témoigner peut lui coûter la vie. Dans le milieu des passeurs, on ne plaisante pas avec ceux qui osent briser la loi du silence. J'ai traversé 3 fois, mais je me suis déjà retiré de ce business. C'est devenu trop difficile. Il faut beaucoup d'audace et de chance pour déjouer la sécurité et la surveillance des patrouilles. La frontière, c'est un concentré de moyens de surveillance high-tech. Caméras, tours d'observation, systèmes de vision nocturne à infrarouge sont autant d'obstacles que les migrants doivent savoir contourner. Quand il y a une alarme qui se déclenche, les unités se rendent là où l'on a repéré un groupe qui traverse. Les policiers des États-Unis font des patrouilles et nous sommes en communication avec eux. On connaît bien les lieux où certaines personnes traversent.
C'est la pauvreté et le rêve d'une vie meilleure qui poussent les migrants à prendre tous les risques. Ils sont encore nombreux, hommes, femmes, enfants, à tenter leur chance dans l'espoir d'améliorer leur existence. Ils viennent de partout. Ils peuvent venir d'aussi loin que de Monterrey, de Coahuila, de Laredo, de Reynosa, de Zacatecas. Il y a aussi des Équatoriens, des personnes du Salvador ou des gens d'ici, de Veracruz. Lorsqu'ils arrivent en ville, les migrants deviennent rapidement la proie des réseaux mafieux. Les migrants arrivent ici pleins d'espoir. Ils pensent qu'ils sont presque arrivés. Mais parfois, ils arrivent avec la peur au ventre. Ils ne veulent pas d'histoire. Ce sont des familles, ils ont des enfants, ils ne savent jamais comment ça va finir. Parfois, on a des appels de migrants qui demandent notre aide. Il arrive souvent qu'ils soient séquestrés ou qu'on les force à traverser avec de la drogue. Oui, la plupart des migrants sont obligés de faire ça. Les coyotes les arnaquent. Les coyotes font payer ces personnes, mais ensuite ils les obligent à transporter de la drogue vers les États-Unis. Parfois, ils les amènent on ne sait où. Certains n'arrivent même pas jusqu'au mur. Il y a beaucoup de gens qui disparaissent. À Oyapock, les policiers sont sur la piste d'un suspect recherché par la police. Il s'agit d'un jeune homme accusé de vol et de trafic de drogue. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de nom de rue dans les quartiers pauvres de la ville. Oui, c'est compliqué. Ici, l'adresse ne correspond pas du tout à celle que nous avons. Alors on va devoir enquêter davantage et découvrir l'endroit où il habite. On va devoir chercher ailleurs. La recherche ne donne rien, mais cela fait partie du jeu. Fabio Oliveira sait se montrer patient. Le temps joue souvent en faveur des policiers. Le travail des policiers d'Oyapock est très varié, très intense. À peine rentré au poste de police, le commissaire Oliveira reçoit une femme qui vient porter plainte contre son conjoint. Bon, maintenant, on va démarrer la déposition d'une personne qui a été victime de violences domestiques. On va réceptionner sa déposition. Le délit vient d'être commis et on va enregistrer sa déposition. Tout de suite après, on ira chercher le coupable. C'est grave, elle a une blessure grave. Fabio Oliveira va enregistrer toute la déposition. Le compagnon de cette femme était alcoolisé et cette fois-ci, il a frappé fort, trop fort. Sa concubine est défigurée. Voilà, madame. On va le chercher maintenant, d'accord? Très bien. Bon, remettez-vous bien. On reste à votre disposition. Merci beaucoup. La victime nous a indiqué où il pouvait se trouver et elle a amené un document avec sa photo. Ça va faciliter notre travail. Edivaldo, vamos. Você já sabe onde que ele está? Chegamos à casa dele, agora a gente vai... Nós estamos procurando ele aqui. Fábio, bom dia. Vous ne savez pas où il est? Non, non. Je peux l'emmener avec moi? C'est votre fils? Non, c'est mon petit-fils. Je peux l'amener avec moi?
C'est juste pour qu'il me montre la maison de votre fils. Vous ne savez pas où c'est? Non, je sais pas. Ah, c'est par là. Non, mais c'est pour qu'il nous la montre. On le ramène ensuite, d'accord? Allez, viens avec moi. C'est donc le propre fils du suspect qui guidera les policiers. La zone n'est pas connue par les hommes de la Policia Civile. C'est un lieu hors de la ville qu'on appelle une Aera de Ponte. Une Aera de Ponte, c'est un point où les gens d'ici, d'Oiapoque, construisent leurs maisons sur pilotis dans des marais. C'est généralement des endroits difficiles d'accès. On va aller trouver cette maison. Azul? Acho que não tem ninguém. Vamos lá. Bora, né? La maison est vide. L'homme se sait recherché et se cache. La traque se poursuit donc dans les quartiers de la ville. Le suspect reste introuvable. Le commissaire ne peut se permettre de mobiliser toute la patrouille trop longtemps. Seul l'agent Généval continue la recherche et la chance va lui sourire. Il aperçoit le suspect sur le bord de la route et procède en pleine rue à son arrestation. C'est l'agresseur du cas de violence domestique qu'on cherchait depuis ce matin. On vient de le localiser et on l'amène au commissariat. Une fois au commissariat, l'homme est interrogé face caméra, comme l'exige la procédure. Pendant sa déposition, le commissaire ne peut s'empêcher de faire la leçon à l'agresseur. Ok, vous regrettez ce que vous avez fait? Est-ce que je dois le regretter? Ah, je sais pas. Vous regrettez? Bien, vu ce qu'elle m'a fait, oser me parler comme ça. Mais c'est disproportionné, mon gars. T'es un homme. Elle peut te provoquer. Et si elle te provoque, toi, tu vas lui donner un coup de poing au visage? T'es un homme, c'est disproportionné. Tu sais que les femmes sont plus fragiles. L'homme va passer la nuit dans la cellule du commissariat. Dès le lendemain, il sera présenté devant le juge en comparution immédiate. À Ciudad Juárez, les migrants sont prêts à tout pour rejoindre les États-Unis. Mais sans repères et sans guide, ils n'ont aucune chance de survivre dans le désert qui borde la frontière. Des patrouilleurs du commandant Hugo, équipés de quads, essaient chaque jour de leur venir en aide. Pour les hommes les plus reculés, il existe un groupe qui fait des parcours de reconnaissance dans les parties les plus désertiques. Ils viennent en aide aux gens les plus en détresse. La température atteint plus de 40 degrés pendant la journée. Les policiers savent que les clandestins qui se perdent risquent fort de mourir de déshydratation. Malheureusement, en plus des conditions climatiques qui peuvent être fatales aux migrants, un autre danger les guette. Cette zone sauvage laisse le champ libre aux criminels les plus pervers. Depuis plus de 25 ans, ce désert est devenu le tombeau de milliers de femmes assassinées. Parfois, on se retrouve avec des femmes, avec des enfants, des familles complètes. Généralement, la femme et les enfants traversent d'abord et le mari passe un autre jour. Et souvent, les passeurs les femmes. Après, ça arrive très souvent que les femmes soient assassinées. Elles disparaissent. On ne les retrouve jamais. C'est un problème pour les familles qui cherchent des réponses. Le nombre de femmes assassinées dans la région est tel que de nombreuses manifestations dénoncent ces crimes. Mais les autorités sont dépassées. En moyenne, depuis le début des années 90, 6 femmes disparaissent chaque jour.
La seule chose que la police retrouve, ce sont des corps de femmes mutilés, sans identité, à peine enfouis dans le désert. Il y a quelques années, la justice et la police bouclaient trop rapidement les enquêtes. Sous la pression populaire, les autorités mexicaines exhument les corps pour tenter de mettre un nom sur ces victimes. Les corps avaient été placés dans des fosses communes, sans identification. La cause de la mort était juste considérée comme indéterminée. Le docteur Alexandro Cardenas joue aujourd'hui un rôle majeur dans le processus d'identification des victimes. C'est un premier pas pour qu'une véritable enquête puisse s'ouvrir. Ce médecin légiste a peut-être trouvé la solution qui permettrait de mettre un nom sur les restes humains que l'on retrouve toujours très abîmés. Là, c'est un corps qui a été trouvé en partie dévoré par des animaux. Il y a très peu de tissu corporel, juste un peu sur le visage et sur l'abdomen. Exposés pendant des mois à la chaleur du désert, les corps sont littéralement momifiés. Le professeur Cardenas a mis au point un procédé pour qu'ils puissent retrouver leur apparence naturelle. Il réhydrate les tissus pour qu'ensuite, les indices sur l'identité du corps se révèlent. Ici, j'ai tenté de redonner sa forme à l'oreille, mais elle était trop dégradée. J'ai aussi découvert que cette personne avait un maquillage permanent des sourcils. On voit maintenant la blessure et les ecchymoses qu'elle a reçues. Et grâce à ces détails, nous avons réussi à identifier cette victime. Le procédé donne de très bons résultats. Le médecin applique le même traitement à toutes les parties d'un corps desséché. Ici, ce sont les mains qui ont repris leur forme. Puis, le corps en entier a retrouvé son volume, révélant ainsi des détails essentiels, une brûlure, une tache de naissance ou un tatouage qui sont autant de marques distinctives qui peuvent conduire à l'identification du corps. Je pense que c'est un devoir pour tous ceux qui travaillent dans le domaine médico-légal. Il faut que tous ces cadavres soient identifiés et qu'on détermine la cause de la mort. Et si c'est bien un homicide, il faut rechercher l'assassin et surtout qu'il paie pour ce qu'il a fait. Sur les rives de l'Oyapock, le commissaire Fabio Oliveira a prévu une descente chez un revendeur de drogue. Le crack a envahi la ville depuis longtemps. Le crack, c'est un dérivé de la très addictif et surtout 80% moins cher. On l'appelle la drogue du pauvre. Chacun de ces paquets représente une arrestation. Et comme vous le remarquerez, nous avons généralement des affaires qui ne concernent que de petites quantités de drogue. On a du mal à saisir de plus grandes quantités. Ces drogues ont été saisies sur de petits trafiquants. Il n'y a pas, comme au Mexique, de gros trafiquants à Oyapock. Ici, ce sont plutôt des petits dealers, mais ils sont nombreux. Pour lutter contre la prolifération de ce trafic, le chef Fabio Oliveira a prévu l'arrestation d'un de ces petits dealers locaux. L'opération est risquée, il a donc demandé le renfort de la police militaire. Là, c'est sa maison. Il y a 3 entrées. Une au fond, une latérale et une en face. Bon, au niveau de la stratégie, le plus simple, ce serait d'entrer par là et d'encercler la maison pour éviter toute fuite. Ou qu'il se débarrasse de la drogue par une de ces entrées. C'est d'accord pour tout le monde? Le top départ est donné. Arrivés sur place, les policiers investissent les lieux.
Todo mundo, façam, levanta, 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 levanta. Eu quero vocês Ok, vous sortez les uns après les autres. Par ici. Vous vous mettez là, sur le côté. Atrás do outro saindo por aqui. Vocês vão encostar ali no canto. Bon, madame, on a été informé qu'il y avait de la vente de drogue ici. Et avant de fouiller votre maison, je vous demande et je vous donne l'opportunité de nous dire s'il y a de la drogue et surtout où elle se trouve. Non, monsieur, chez moi, il n'y a pas de drogue. Non, non. La fouille est minutieuse, mais aucune trace de drogue n'est trouvée dans l'habitation. En revanche, une forte somme d'argent est découverte, l'équivalent de 100 fois le salaire d'un pêcheur local. On a 3800 réals. 3800 réals en monnaie brésilienne et 100 € en monnaie européenne. Et là, on vient de trouver une balance qu'on a coutume d'utiliser pour peser la drogue. Elle va être saisie par la police. On va l'analyser. Ça nous permettra de voir si on trouve des restes de drogue dessus. La propriétaire suspectée de trafic de drogue est amenée au commissariat. Le commissaire n'a trouvé aucune preuve tangible dans l'habitation. Mais il reste une petite chance aux policiers, la balance. Le policier espère que son analyse révélera la présence de crack. L'expert criminel analyse en ce moment la balance saisie dans la maison. Il est en train de constater s'il y a des restes de drogue. On aura le résultat dans quelques instants. C'est le résultat? C'est négatif. Il y a 2 traits rouges. Si c'était positif, eh bien, il n'y aurait qu'un seul trait, celui du dessus. Bien qu'il soit convaincu de sa culpabilité, Fabio Oliveira sera obligé de relâcher la femme. Mais maintenant sous surveillance, la trafiquante va certainement stopper son activité pendant un moment. Si elle commet la moindre erreur, le commissaire Fabio Oliveira ne lui laissera aucune chance de s'en sortir. Grâce au travail des policiers et de la justice, Ciudad Juárez a perdu depuis peu son titre de ville la plus meurtrière du monde. La population a repris une vie normale. Dans les années 90, les travées du stade de foot municipal étaient vides. Aujourd'hui, l'équipe locale a même retrouvé ses supporters. Avant, les gens ne sortaient pas dans la rue. Il y avait un véritable sentiment de terreur. Il y a quelques années, quand l'insécurité était à son paroxysme, les gens avaient peur, tout le temps. Meurtres et enlèvements faisaient partie du quotidien. La très grande majorité de ces crimes restaient impunis. La police de Ciudad Juárez circule aujourd'hui librement dans les colonias. C'est le nom qu'on donne aux quartiers pauvres de la ville. Il y a 10 ans, cela aurait été impossible. Ici, c'était un quartier principalement habité par des étrangers. Il y avait des exécutions en pleine rue, des morts, de la violence. C'était le repère des dealers avec des points de vente de drogue de partout. Aujourd'hui, c'est redevenu un quartier tranquille.
Mais vous voyez, juste là, par exemple, au coin de la rue, un homme avait été assassiné. Si les choses ont changé, c'est grâce au supérieur du commandant Hugo, le chef de la sécurité, Julián Pérez. Retraité de l'armée mexicaine, on lui a confié la responsabilité de diriger les forces de police en 2009. Cet adepte des méthodes musclées refusait systématiquement les pots de vin que lui offraient les barons de la drogue. Julián Pérez, l'incorruptible, finira par en payer le prix. On a tenté de l'abattre à 8 reprises. La dernière tentative, survenue en 2015, le laisse paralysé. Son principal fait d'armes, c'est d'avoir congédié 2200 agents de police corrompus. Il les a remplacés par des effectifs plus jeunes, mieux payés et mieux formés. Rapidement, les choses ont changé. Sans policiers corrompus, la lutte contre les cartels est devenue beaucoup plus efficace. Il y avait le cartel de Juárez et le cartel de Sinaloa. On y a fait de très nombreuses arrestations, aussi bien dans l'un que dans l'autre. Des armes, des drogues, on a fait le ménage. Ici, c'est le Rio Bravo. On est à la limite de la frontière. Des familles viennent ici pour se divertir. Mais c'est aussi un lieu où le passage vers les États-Unis est plus facile. Ici, il y a des trous dans la clôture. Il y a juste ces murs à franchir. Et c'est pour ça que je viens souvent ici avec la patrouille. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Certains migrants ont tout simplement abandonné leur rêve américain et se sont établis dans la ville. C'est le cas de la famille de Juanito. Non, je n'ai ni l'envie ni l'intention d'aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'ici on s'amuse plus que là-bas. Je vous jure, c'est la vérité. C'est mieux de vivre ici que d'être aux États-Unis où on doit toujours se cacher. Maintenant, à Ciudad Juárez, on est plus tranquille. La population de Ciudad Juárez a retrouvé une forme de sérénité. En à peine 5 ans, les statistiques montrent que la situation s'est considérablement améliorée. Pour la seule année 2010, on a comptabilisé jusqu'à 3700 homicides. Aujourd'hui, on en compte 10 fois moins. À Oyapoc, les dossiers s'amoncellent sur le bureau du commissaire. Mais ce n'est plus l'heure de les traiter. La soirée se termine, et pour les policiers, c'est un moment délicat. Les bars se vident, et les risques de violence liés à l'alcool sont réels. Là, on va effectuer un contrôle des bars et des boîtes de nuit. Notre objectif, c'est de voir s'il y a des mineurs qui consomment des boissons alcoolisées et si on vend de la drogue dans ces établissements. Tout va bien? Tout va bien, Dieu merci. Pas de mineurs ce soir? On ne travaille jamais avec des mineurs, parce que je sais que ça entraîne des ennuis. Les policiers d'Oyapoc sont sur tous les fronts. C'est la condition sine qua non pour que la ville ne sombre pas dans la violence. Les hommes sont préparés à intervenir à tout moment. Là, c'est une mission de contrôle à pied, mais on garde en tête qu'il y a peut-être des personnes qu'on recherche. Et justement, un appel du commissariat vient interrompre la mission. Un suspect sous mandat d'arrêt a été repéré par un informateur. On vient de recevoir un appel nous disant qu'une personne en fuite est dans la rue, ici, en ville. On va se rendre là où il a été vu pour l'arrêter. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Arrête-toi.
Comment tu t'appelles? Zeleandro. Zeleandro, bouge pas. Quel âge tu as, Zeleandro? 19. 19 déjà? Oui. C'était une action rapide réalisée avec la collaboration d'un citoyen qui savait que ce jeune homme était recherché par la police. On est intervenu immédiatement et on a pu l'arrêter sur la voie publique. Une fois au commissariat, Fabio Livera découvre que le délinquant possède un casier judiciaire plutôt fourni. Combien de fois tu t'es présenté devant la justice? Moi? 7 fois. 7 fois? 7 fois devant la justice. Et combien de fois t'as été au centre de détention pour mineurs? 3 fois. 3 fois? Oui, monsieur. Ok, bien. Vous pouvez voir, il a été inculpé 7 fois et il a été incarcéré 3 fois. Il n'a que 19 ans. Le jeune homme va rejoindre la cellule du commissariat pour la nuit. Mais la soirée des policiers n'est pas terminée. Une activité suspecte leur a été signalée dans un quartier qu'ils ont baptisé Crackland, le pays du crack. Ici, c'est un lieu où les consommateurs de crack viennent fréquemment pour consommer. C'est une sorte de crackland miniature, avec des petites habitations fermées et séparées les unes des autres. Les conditions de vie des habitants sont exécrables. Les chambres sont fouillées une à une. Dans l'une d'elles, une jeune femme semble sous l'emprise de la drogue. Elle avoue se prostituer sur les sites d'orpaillage clandestins de l'autre côté de la frontière. Ok, vous avez quel âge? 25. 25 ans? Vous êtes arrivé ici quel jour? Ici, dans cette chambre? Aujourd'hui. Il n'y a pas de drogue dans la chambre de la jeune femme. Ils n'ont donc aucune raison de l'arrêter. Devant le commissaire, la jeune maman craque et se plaint que ses enfants ont été placés dans une famille d'accueil. Placés comme si c'était de vulgaires objets, comme si on ne valait rien. On m'a même mis des amendes. Mais non, vous n'êtes pas un objet. J'ai demandé à être désintoxiquée, mais il n'y avait rien pour moi. Écoutez, dès que vous serez réhabilité, vos enfants vont revenir. Peut-être que vos enfants sont dans de meilleures conditions ailleurs plutôt qu'en étant avec vous, non? Bon, allez, ça va s'arranger, j'en suis sûr. À bientôt. Au Mexique, la nuit est tombée sur Ciudad Juárez. La frontière disparaît dans le noir. Aujourd'hui, les patrouilles du commandant Hugo peuvent normalement faire leur travail et assurer la sécurité des citoyens, ce qui n'a pas toujours été le cas. On est dans la zone du centre-ville. C'est un quartier avec des bars, des restaurants. À l'époque, il y avait beaucoup de commerces illégaux, des problèmes d'extorsion de fonds, des assassinats. Maintenant, c'est un autre monde. Comme vous le voyez, les gens s'amusent. C'est une très bonne chose. Mais un appel vient interrompre le commandant. Un véhicule s'est immobilisé au milieu de l'autoroute dans des conditions suspectes. C'est un véhicule signalé volé. Et évidemment, le conducteur l'a abandonné. Il a dû prendre la fuite. Il y a eu cet accident et il s'est enfui. On a quelques unités qui patrouillent tout autour pour voir s'il est possible de le rattraper. Ce genre de minivan, c'est typiquement le genre de véhicule que les coyotes utilisent. Au
Aujourd'hui, bien que l'activité des coyotes ait diminué, la criminalité perdure. L'attrait qu'exercent les États-Unis favorisera toujours l'immigration clandestine, quels que soient les risques auxquels les migrants doivent faire face. Et dans ces conditions, la tâche du commandant Hugo est loin d'être terminée. Une nouvelle journée commence pour le commissaire Fabio Livera. Mais ce matin, pas de patrouille. Sa présence au tribunal est indispensable. L'homme qui avait battu sa femme doit être jugé. Pour l'occasion, le commissaire endosse un uniforme différent. Ça, c'est la tenue de travail pour le bureau. Pour mon rôle de commissaire, c'est un costume. Et aujourd'hui, comme on est venu à l'audience du tribunal, je mets cette tenue plus adéquate. Nous sommes ici dans la salle d'audience de la juge Laura Costera. En ce moment, c'est la juge de la ville. Elle s'occupe de toutes les affaires criminelles et civiles. Et nous, en tant que policiers, finalement, c'est ici que se termine notre travail. Ici, au tribunal, avec la juge. L'homme coupable de violences domestiques et sa compagne se retrouvent devant la juge. Comme le craignait le commissaire, la femme retire sa plainte. Après de brèves excuses, l'homme va ressortir libre de cette audience. Juges et policiers sont dépités, mais c'est une situation courante. Il faudrait apporter un soutien à ces femmes quand elles sortent d'ici, que ce soit du tribunal ou du commissariat, juste pour leur donner le pouvoir de continuer leur démarche sereinement, sans avoir peur de leurs compagnons ou de leurs ex-compagnons. Et d'ailleurs, on peut citer comme exemple l'audience qu'on vient de vivre au cours de laquelle c'est la femme elle-même qui a déclaré n'avoir aucun intérêt à poursuivre la procédure criminelle, même contre l'auteur de son agression. Mais le commissaire Fabio Livera n'a pas le temps de s'attarder. Il lui faut maintenant retourner sur le fleuve. De nombreux bateaux ont été repérés et il doit s'assurer qu'il ne s'agit pas de trafiquants. Donc là, on effectue un contrôle sur le fleuve, sur une partie où les gens vont généralement vers l'intérieur du continent. On a repéré une embarcation qui amène des personnes par là-bas. On va les aborder, les interroger sur le but de leur voyage et contrôler leurs bagages. Et voilà notre mission ici, c'est d'empêcher l'entrée d'objets illicites dans cette région. Tout le monde descend du bateau, s'il vous plaît. Ceux qui ont des enfants, comme vous, madame, vous pouvez rester là. Qui d'autre a des enfants? Vous pouvez aller par là aussi. Comment vous appelez-vous? Wellington. Je peux voir ses papiers? Vous habitez sur Ilha Bela ou Villa Brasil? Non, je suis de passage. Vous allez dans une mine? Oui. Chercher de l'or est une activité risquée. C'est la jungle, au sens propre comme au figuré. Le travail est harassant et la clandestinité omniprésente. Des conditions qui ne semblent pas refroidir Wellington. Je cours simplement le risque de me voir expulsé. Normal, quoi. Vous êtes nombreux à vouloir chercher de l'or? On est beaucoup, oui, beaucoup. Pratiquement tout le monde ici. On sait que ça va être compliqué, on connaît bien les difficultés, mais bon, c'est l'aventure. À cet instant précis, on ne peut en aucune façon arrêter cette personne ou bien la punir, simplement parce qu'elle a l'intention de se rendre dans une mine d'or. Ça ne s'est pas encore produit et la mine se trouve du côté français.
Les zones frontalières sont souvent des territoires où se révèlent toutes les facettes de la criminalité. Par définition, ce sont des points de passage pour tous les trafics, que ce soit de la drogue, des armes ou des candidats à l'immigration. Les principales victimes, ce sont bien souvent les pauvres migrants et les habitants des villes frontières. C'est pour leur sécurité, pour qu'ils puissent vivre normalement, que les policiers combattent cette délinquance sous toutes ses formes. C'est le rôle des patrouilles des frontières mexicaines et brésiliennes.